Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 5 novembre. Voici les titres. Le Moudjahid Lakhdar Bourga'a est décédé hier à l'âge de 87 ans. Condoléances du Premier ministre Abdelaziz Jarrad et du chef d'état-major de l'ANP Saïd Chingueriha à la famille du défunt. Hausse des contaminations au Covid-19 dans le pays, 548 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 230 guérisons et 10 décès. De nouvelles mesures décidées par le Premier ministre, un plan d'action en 3 axes que nous détaillerons dans ce journal. L'actualité est également du côté des États-Unis, pays plus que jamais divisé entre les deux candidats à la présidentielle. Le décompte se poursuit pour le deuxième jour consécutif. Le point dans cette édition. Nous parlons cinéma et le premier long métrage de fiction de Jafar Qassem inspiré de faits historiques projeté hier devant la presse. Le film a été retenu pour représenter l'Algérie à l'Oscar du meilleur long métrage international. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette triste nouvelle. Le Moudjahid est membre du conseil de la wilaya historique 4, Lakhdar Bourga'a, est décédé hier soir à l'âge de 87 ans. Le défunt a été hospitalisé avec son épouse à la clinique L'Eglicine à Alger suite à leur contamination au Covid-19. Né en 1933, El Oumalia dans la wilaya de Médéa, Lakhdar Bourga'a a déserté l'armée française où il passait son service militaire pour regagner les rangs de l'ALN. Il sera chef de zone 2 de 1959 à 1960, ensuite membre du dernier conseil de la wilaya 4 avant l'indépendance avec le grade de commandant. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Hédra. Et suite au décès du Moudjahid Lakhdar Bourga'a, le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt. Dans un message, Abdelaziz Jarrad affirme qu'avec le départ de Saïd Lakhdar Bourga'a, l'Algérie perd un militant défenseur de ses convictions pour le changement, des convictions auxquelles il est resté fidèle toute sa vie. Je prie Allah d'accorder au défunt de sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter à sa famille et à ses compagnons patience et réconfort. Paix à votre âme, ami Lakhdar, poursuit le Premier ministre dans son message publié sur les réseaux sociaux. Et puis, condoléances également du chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la famille du défunt, le général de corps d'armée Saïd Chingueriha, présentant son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les saints, et d'octroyer à sa famille et à ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, conclut le message du chef d'état-major de l'ANP. Et on poursuit notre journal avec cette réunion du Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a présidé une réunion d'évaluation de l'état d'évolution de la situation épidémiologique et des derniers développements de la situation sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Au cours de cette réunion, il a été relevé une évolution préoccupante de la situation épidémiologique, marquée essentiellement par une recrudescence du nombre de cas quotidiens de contamination, une augmentation du taux d'incidence dans certaines wilayas, une forte accélération de la circulation virale traduite par un taux élevé de positivité des prélèvements. Il faut souligner que ce rebond de la pandémie trouve son explication dans le relâchement manifeste de la vigilance des citoyens, l'abandon des réflexes de prudence et le non-respect des gestes barrières, en particulier le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et l'hygiène des mains. Les regroupements de toute nature et la non-observance des protocoles sanitaires dans différents lieux, en particulier les moyens de transport, les commerces et les espaces publics ont été les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence de cas de clusters et favorisé la propagation rapide du virus, précise le communiqué du Premier ministre. Et à l'issue des exposés sur l'état des lieux et les propositions avancées, il a été décidé la mise en place immédiate d'un plan d'action d'urgence avec des mesures précises
précise et échelonnée dans le temps, et ce pour contenir la propagation de l'épidémie et réunir toutes les conditions humaines et logistiques pour assurer la meilleure prise en charge des malades. Ce plan d'action sera articulé autour de 3 axes, à savoir le renforcement des mesures de prévention dans ces volets sanitaires et sécuritaires, une stratégie de communication plus efficiente et une sensibilisation plus forte envers les citoyens. Troisièmement, l'application rigoureuse des mesures coercitives réglementaires. L'accent a été mis sur la nécessité de doter les structures hospitalières de tous les moyens en matière d'équipement, de tests PCR et des tests antigéniques, de moyens de protection, d'oxygène et de lits supplémentaires, ainsi qu'à la nécessité de remobiliser les établissements de santé à l'effet de concentrer leur activité ainsi que tout le potentiel existant dans la prise en charge prioritaire de soins anti-Covid, qui est devenue une exigence selon le communiqué. Ainsi, l'État poursuit son engagement à mettre à la disposition du secteur de la santé tous les moyens matériels humains ainsi que toutes les mesures incitatives et d'encouragement, et en assurant les meilleures conditions d'hébergement et de transport pour les personnels de soins. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été instruit à l'effet de renforcer la cellule nationale de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, à l'élargir aux secteurs concernés, notamment ceux de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des affaires religieuses, pour une coordination intersectorielle plus efficace qui permettrait de garantir la bonne application des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et de s'assurer de la disponibilité et de la bonne utilisation des moyens de prévention et de protection. Il a été insisté sur la consolidation des canaux de coordination et de communication entre les structures hospitalières, les commissions locales présidées par les wali et la cellule nationale de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Et dans le volet communication, il a été mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les actions de communication en direction des citoyens pour les sensibiliser sur la gravité de la situation et les conséquences de toute négligence en matière de respect des mesures de prudence et des gestes barrières, particulièrement à l'approche de la saison hivernale. La communication sociale sera plus soutenue en direction des associations, comités de quartier et mouvements associatifs en coordination avec les communes et les daïras en vue de renforcer leur mobilisation autour des actions de prévention et de lutte contre l'épidémie du Covid-19 et d'intensifier leurs actions de solidarité envers les citoyens, poursuit le communiqué du Premier ministère. Par ailleurs, n'écartant pas le recours à des mesures supplémentaires de confinement ciblé si la situation épidémiologique continue de se détériorer, le Premier ministre a instruit les départements ministériels pour interdire jusqu'à nouvel ordre l'organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout autre regroupement qui constitue autant de facteurs de propagation de l'épidémie. Enfin, il a été rappelé qu'à l'occasion de la reprise de la prière du vendredi, les citoyens doivent faire preuve de sens de responsabilité et manifester le même engagement observé depuis l'ouverture des mosquées. Il réitère son appel pour le respect de la discipline individuelle et collective pour faire face à cette pandémie. Fin du communiqué du Premier ministre qui vient de nous parvenir. Et on arrive à la situation sanitaire qui était au cœur de la réunion hier du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire par visioconférence avec les wali. Le constat est sans appel, un relâchement dans le respect des mesures et prévention a été enregistrée avec la reprise de plusieurs activités. Le ministre de l'Intérieur a appelé les wali à prendre des mesures d'urgence plus sévères pour limiter la propagation du virus, tout en imposant des mesures coercitives strictes contre les contrevenants. Le Premier ministre a également incité à mobiliser tous les moyens matériels et humains pour la meilleure prise en charge possible dans les structures sanitaires. Kamel Beljoud a appelé également à faire participer les moyens de communication et à faire impliquer la société civile dans la lutte contre le Covid-19. Et toujours au sujet du coronavirus, un nouveau record des cas de contamination a été enregistré hier. 548 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 230 guérisons et 10 décès recensés selon le dernier bilan actualisé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Djemal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants.
548 nouveaux cas, 472 nouvelles hospitalisations, 230 patients guéris, 50 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la déclaration de 548 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures a légèrement augmenté puisqu'elle dépasse le 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre malheureusement est de 10 décès, nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 472 malades. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 41 001 patients guéris, dont 230 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 50 malades hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons toujours, nous répétons toujours le même message, faites attention à votre santé, à celle de votre famille, respectons les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Je répète, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. En prévision de la reprise de la prière, un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Waqf rappelle les mesures rappelle la série de mesures d'accompagnement. Il s'agit de l'application des décisions du Conseil du gouvernement du 14 octobre dernier, portant notamment sur l'impératif de se conformer au contenu du communiqué numéro 24 de la commission ministérielle de la fatwa. Celle-ci précise que les mosquées concernées par l'ouverture de la prière du vendredi sont celles qui sont ouvertes pour accueillir les fidèles pendant les 5 prières. Le temps de la prière et du prêche du vendredi, la khutba, avec sa durée est précisée dans le communiqué. La nécessité du respect des mesures sanitaires préventives pour préserver la santé des fidèles et assurer la poursuite de la prière du vendredi en groupe, avec notamment la distanciation physique, l'utilisation du tapis personnel pour la prière, le port du masque, la désinfection des mains, précise la même source. Et suite au relâchement dans le respect des mesures de prévention, plusieurs hôpitaux sont de nouveau débordés, comme c'est le cas à l'EPH Mohamed Siddiq Ben Yahya à Djidjel Walid Yousfi. Nous sommes à l'hôpital Mohamed Siddiq Ben Yahya à Djidjel et ici, les urgences sont parfois dépassées par le nombre de personnes sur place suspectées d'être porteurs du virus. Une situation de plus en plus fréquente due, selon les médecins, au manque de rigueur quant au respect des mesures sanitaires. Ça fait 2 heures que je suis ici. Les gens souffrent ici. Il n'y a même pas d'oxygène. La consommation elle est très grande, donc on a utilisé beaucoup d'oxygène à l'hôpital. Donc 120 malades, 130 malades. Parce qu'il y a aussi les malades qui ne sont pas Covid, les blocs opératoires qui travaillent, etc. Donc, qui s'encaisse à la pression, il veut signaler. Par exemple, qui signale les appareils, on prend des obus, on a des obus de réserve, on branche sur obus le temps que le camion arrive pour approvisionner la citerne. Donc, les décès ne sont pas dus au manque d'oxygène, ils sont dus à la gravité de la maladie. Si ça continue, disons, dans cette volée, si on va avoir encore beaucoup d'autres malades, on risque d'avoir besoin de faire une extension du service de réanimation et pour cela, il nous faut des respirateurs, des seringues électriques et des moniteurs de surveillance. Le corps médical tire la sonnette d'alarme et non sans raison. De plus en plus de médecins et d'infirmiers sont testés positifs au coronavirus. Nous avons eu aujourd'hui 11 cas positifs dans les rangs du corps médical, 5 médecins et 6 infirmiers. Ce nombre va avoir un impact négatif sur nous. Je lance un appel à la population, aidez-nous en limitant la propagation de la pandémie. Le confinement n'est pas respecté. Une personne positive au coronavirus peut circuler normalement. Elle peut aller faire ses courses ou partir chez le coiffeur tout en cachant le fait qu'elle soit contaminée. Cela est très dangereux. Nous avons enregistré depuis le début de la pandémie 2518 cas positifs. La plupart des cas sont guéris. Mon médecin m'a appelé et m'a demandé de ne sortir de chez moi sous aucun prétexte.
On nous sensibilise à chaque fois sur l'importance de respecter les gestes barrières, mais personne ne prend cela en considération. Le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter depuis ces derniers jours. Une situation qui inquiète les spécialistes. La vigilance et le respect des mesures sanitaires sont alors de mise pour endiguer la propagation du coronavirus. Deuxième étape hier pour la reprise des cours, tout comme pour le cycle primaire. Il y a 2 semaines, les élèves du moyen et du secondaire découvrent un protocole sanitaire strict à l'intérieur des établissements scolaires. Port de masque obligatoire, distanciation sociale et réaménagement des heures de classe pour éviter les regroupements. Yamina Saïdji. Une rentrée scolaire encadrée de près et un dispositif sanitaire strict. C'est ce qui a marqué la rentrée scolaire 2020-2021. Prise de température, désinfection des mains, port du masque, c'est désormais le nouveau quotidien des élèves. Le protocole sanitaire adopté par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nous a permis de mettre à la disposition de tous nos élèves tout le matériel de protection nécessaire pour limiter les risques de contamination. Notre rôle est de sensibiliser nos élèves et de veiller sur leur santé également. Affichage de sensibilisation à l'entrée de chaque classe, un seul élève par table, 1 mètre minimum entre chaque élève et ce n'est pas tout. Les élèves ont eu droit à leur première leçon sur le coronavirus. السنة الدراسية لازم نلتزموا بالإجراءات الوقائية ارتداء الكمامة واستعمال المعقم اليدين والتباعد الجسدي. اليوم كان الدخول ممتاز من كل نواحي بروتوكول الكمامات كلشي وفروه لينا. بالنسبة للإجراءات المتخذة هنا في الليسي الحمد لله اتخذوا كاع الإجراءات وكما راكم تشوفوا لي سورفايون خدموا خدمتهم très bien. Des mesures appliquées au niveau de tous les établissements, mais cela doit être suivi par la vigilance de l'ensemble des élèves et de l'encadrement. Et à l'occasion de la rentrée scolaire, retour sur le sempiternel conflit qui oppose les parents d'élèves aux écoles privées. Celles-ci continuent de leur exiger le paiement de la 3e tranche de l'année scolaire écoulée et même celle de septembre et octobre 2020-2021. Le litige se poursuit malgré les dispositions des autorités. Bouchra Bouali revient sur ce sujet. En conflit avec des écoles privées, depuis l'arrêt des cours pour cause de coronavirus, ces parents d'élèves rencontrés via un groupe de discussion sur les réseaux sociaux ne décolèrent pas. Un profond sentiment d'indignation, d'injustice et surtout d'impuissance les anime, d'autant que certains ont vu comme cette dame leurs enfants se faire exclure de l'école pour avoir critiqué certaines de ces pratiques. Mais vraiment, j'étais désarmée. Une fois que la directrice m'a informé que ma fille était exclue, je me suis rapprochée de la direction de l'éducation, l'Académie Ouest, et c'est là où j'étais vraiment étonnée de trouver que oui, effectivement, l'école avait déposé une blacklist qui mentionnait clairement la liste des élèves qu'elle refusait dans son établissement. Et à ma plus grande surprise, c'est que la personne qui a reçu, qui m'a informé de ça, elle m'a dit « Mais khaton ahmar », c'est-à-dire il est strictement interdit de faire sortir un élève. Nous avons voulu connaître la version des faits de l'établissement mis en cause, sans succès. Ces portes nous sont restées fermées, comme vous le voyez. Les parents d'élèves, dont certains ont dû se constituer en collectif, pointent du doigt la lenteur et le manque de réactivité de la tutelle. Nous nous sommes rendus plusieurs fois au siège du ministère de l'Éducation nationale. Il a d'ailleurs fallu organiser un sit-in pour nous faire entendre. Nous avons finalement obtenu des promesses qui tardent cependant à être concrétisées. Nous attendons toujours que cela se fasse. C'est beau, comme j'ai dit, de faire des communiqués, de refaire des communiqués, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours les écoles qui demandent la 3e tranche, et on est revenu sur le même problème, ils demandent la première tranche du mois de septembre et octobre. Donc vous voyez, le problème est en train de ressurgir. La question a pourtant été tranchée par le ministère du Commerce, lui aussi partie prenante dans ce conflit qui oppose les parents d'élèves aux écoles privées, lesquelles relèvent dans leur aspect commercial de ce département. Au ministère du Commerce, nous avons tenu un langage clair. En contrepartie d'un service, c'est vrai qu'il y a paiement. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas de paiement. Les parents, ils ont toute la latitude de déposer plainte au niveau des différents services, à commencer par le ministère de l'Éducation. On a trouvé que c'était
C'était illogique de payer une prestation non fournie. Voilà, on s'est rapproché de l'école, qui nous a expliqué qu'ici c'est une institution commerciale. Si vous avez mis vos enfants dans cette école, c'est par choix, ok, et qu'on doit payer pour la pérennité de cet établissement. Ces écoles privées sont titulaires d'un registre de commerce. Et quand nous sommes titulaires d'un registre de commerce, nous sommes dans l'obligation de respecter et d'accepter toutes les dispositions légales qui régissent l'activité commerciale. Certaines écoles se sont justement pliées à la loi et ont même remboursé ceux qui ont payé la 3e tranche, tandis que d'autres exigent toujours des parents le paiement, comme l'atteste cette note, affichée sur les cahiers de correspondance des élèves par une école qui dit clairement ne pas être une banque pour octroyer des crédits, ni une institution de bienfaisance. Dans cette lettre adressée aux parents d'élèves, une école privée leur propose même un échéancier de paiement indiquant, comme on peut le voir sur cette image, que le ministère et l'académie en sont informés. Paradoxalement, le ministère de l'Éducation nationale a adressé au directeur de l'éducation des différentes wilayas cette circulaire dans laquelle il leur est demandé de mettre fin à tout dépassement susceptible de compromettre la scolarité de l'enfant. Dépassement passible, selon cette même circulaire, de retrait immédiat d'accréditation. Nous avons contacté d'innombrables fois le ministère de l'Éducation nationale pour en savoir davantage. En vain, ce dernier ne semble pas disposé à communiquer sur le sujet. À chaque fois, notre interlocutrice au ministère de l'Éducation promet de nous rappeler pour fixer un rendez-vous pour un éventuel tournage, mais ne tient pas son engagement. Face à ce silence inexpliqué, les parents d'élèves demeurent perplexes, même s'ils saluent l'élaboration par les départements de l'éducation et du commerce d'un contrat type censé gérer à l'avenir la relation école privée parents d'élèves. Ils espèrent plus que tout l'intervention de la tutelle pour mettre fin à ce conflit, vraisemblablement sans épilogue. Et la pandémie de Covid-19 rythme tous les secteurs d'activité. Exemple, dans cette fromagerie dans la wilaya de Blida, des règles spécifiques d'hygiène sont suivies par le personnel, un personnel hautement formé pour produire un fromage de qualité. Mariam Dami. Nous sommes dans l'une des plus importantes usines de transformation industrielle de la wilaya de Blida. Ici, la matière première est récoltée dans les élevages de la région et sélectionnée minutieusement pour avoir un produit premium. Nous produisons environ 270 000 litres de lait par mois. Nous avons 30 employés et on n'arrive toujours pas à répondre à la demande du marché national. La fabrication du fromage passe par plusieurs étapes. L'hygiène est une exigence qui doit être respectée. Pour ce faire, le personnel a reçu une formation de qualité. Le lait de vache doit être d'une certaine consistance pour avoir un produit de bonne qualité. Ce produit laitier, très demandé par les consommateurs, a poussé les fromageries à doubler leur production pour essayer de répondre à la demande du marché national. Et dans le monde, plus de 46,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans le monde depuis le début de la pandémie. Les États-Unis comptent le plus de morts et de nombre de cas devant le Brésil et l'Inde. Par ailleurs, la plupart des pays européens durcissent les mesures de restriction pour contenir une remontée des cas de Covid-19, suscitant parfois la colère des populations. Et le monde entier est tourné vers les États-Unis où l'issue du scrutin présidentiel est plus que jamais incertain. Deuxième jour du décompte des voix et les deux candidats ont encore les mêmes chances de remporter l'élection. Les Américains sont très divisés entre le démocrate Joe Biden et le président sortant Donald Trump. Ce dernier conteste déjà les résultats dans certains États clés et annonce vouloir recourir à la justice. Les derniers chiffres donnent une avance à Biden avec 264 grands électeurs contre 214 pour Trump. Ce dernier est par contre en avance sur son rival dans 3 des 4 États clés où les décomptes se poursuivent. L'Assemblée générale des Nations unies a voté à une majorité de 142 voix en faveur d'une résolution exigeant le retrait de l'occupation israélienne du plateau du Golan syrien occupé jusqu'à la ligne du 4 juin 67. La résolution a réaffirmé le principe fondamental selon lequel les territoires ne peuvent être acquis par la force conformément au droit international, à la Charte des Nations unies, à la 4e Convention de Genève de 1949.
Retour dans le pays, on va parler cinéma. Héliopolis, le premier long métrage de fiction de Jafar Qassem, inspiré de faits historiques, a été projeté hier devant la presse à la salle Ibn Zaidoun, produit par le Centre algérien de développement du cinéma avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts. Le film a été retenu pour représenter l'Algérie aux Oscars, à l'Oscar du meilleur long métrage international. Sarah Delbel. L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. Nous sommes dans l'Algérie des années 40, à Héliopolis, l'ancienne ville de Guelma. Le peuple algérien s'est manifesté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour la naissance d'une nation algérienne indépendante. Pour la naissance d'une nation algérienne. Ce film historique retrace le quotidien d'une famille algérienne 5 ans avant les massacres du 8 mai 1945. Une tâche indélébile de l'histoire de la France coloniale. Une symbolique, le titre est une symbolique. Héliopolis, c'est pas que un village, c'est l'histoire des fours à chaux qui ont servi d'incinération à les morts algériens par milliers. C'est juste cette symbolique, le titre. Hein. Le reste, c'est Guelma, etc. Mais on est toujours dans la fiction. On n'est pas dans le réalisme à 100%. La famille Zenati, la course, etc., c'est de la fiction. Par contre, autour, il y avait des personnages réels qui m'a Farhat Abbas, qui m'a le sous-préfet, qui m'a le Ahdath le 8 mai, etc. Et ce qui signifie pour moi, c'est que l'histoire, elle se répète. Et nous, on est là pour avancer ensemble. On est une nation, je pense, l'Algérie est une nation qui est pacifique. On vit avec notre temps, on vit avec les gens qui travaillent avec nous et qui sont avec nous en Europe et un peu partout. Mais on ne déchire pas. On ne déchire pas la page, on ne déchire pas une partie de l'histoire. Une production de 2 heures qui a captivé l'assistance. On a découvert le film en même temps que la presse. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux souvenirs. C'est un film qui m'a plu. عجبني وشرف ربما حتى السينما الجزائرية ويشرف حتى الجزائر إن شاء الله. Je suis vraiment content que راني شاركت في هذا البروجي مع شيخنا الكبير ومخرجنا العظيم وعميد السينما الجزائري والتلفزيون الجزائري أستاذنا جعفر قاسم. Ce premier long métrage du réalisateur Jafar Qassem a été retenu pour représenter l'Algérie aux Oscars 2021. Les Oscars, on a été présélectionnés par le comité qui représente l'Algérie aux Oscars Hinaya, dirigé donc à leur tête Mohamed Khdar Hamina, que je salue. Et c'est une présélection. Donc pour arriver à la sélection finale, il y a tout un travail. En Algérie, il faut que le film soit distribué. Et aux États-Unis, il faut que le film soit soutenu, puisque le seul producteur, c'est l'État. Donc il faut que l'État soutienne le film le maximum possible pour qu'il aille sur la shortlist des Oscars. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Bogdad, dehors la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. Plus qu'un film, Héliopolis est un véritable travail de mémoire pour les jeunes générations. Fuyez! Fuyez! من الغدوة لما جيت شفت فاميلتكم جمعوا خرجوا من هليوبوليس. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.